Samedi 9 août 2025, il est 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de ce journal, des éclairages, une part de vérité, une clarification. Alors que plusieurs acteurs politiques et observateurs l'accusent de ne pas respecter le calendrier électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat répond. Elle fait le point de ses activités aux organisations de la société civile et aux médias. Dans l'actualité aussi, des milliers de bacheliers au carrefour stratégique entre la jeunesse béninoise, les acteurs du monde économique, les institutions académiques et les porteurs d'innovation. Le SANOPIF, Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière, vient encore d'éclairer les futurs étudiants pour la construction d'un avenir professionnel épanoui, stable et responsable. Et puis hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, plusieurs milliers de manifestants étaient dans les rues d'Abidjan ce samedi pour la marche dite du Front commun, organisée pour protester la radiation de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam de la liste électorale 2025. Pendant ce temps, au Soudan, le soulagement des familles qui peuvent espérer offrir une sépulture digne à leur mort. Des dépouilles enterrées à la hâte durant la guerre sont déterrées. Et en France, le mercure, lui, il ne descend pas. Vigilance orange canicule avec des températures attendues comprises entre 34 degrés Celsius et 40 degrés. Vous allez le voir, les Lyonnais et les touristes affrontent tous la chaleur. Bienvenue à toutes et à tous. Est-elle réellement retardataire ou plutôt ponctuelle? La polémique s'est enflée sur les réseaux sociaux après des accusations de certains acteurs politiques sur le non-respect du calendrier électoral par la Sénat. Lors d'une séance de concertation avec les organisations de la société civile et la presse, un point est fait sur l'avancement du processus électoral. La Sénat dément tout retard. Fifame Salomé Atadidji et Ramatou Lawani pour le détail. Pas question de naviguer à vue pour 2026. La Sénat veut garder le cap. Le calendrier électoral est suivi à la lettre et les concertations s'enchaînent. Nous avons été surpris tous. En juillet 2025, on accuse la Sénat de violer et de ne pas respecter un calendrier électoral qui est encore en gestation. Je ne sais pas d'où vient cette imagination. Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'on a communiqué, c'est ça qu'on relaie encore dans les réseaux sociaux. C'est entre le 11 et le 18 août que la Sénat doit rendre public le calendrier électoral. À ce jour, la Sénat déroule normalement son programme des élections. Mercredi à Cotonou, la Sénat a rencontré les organisations de la société civile et les médias. Une rencontre prévue dans le chronogramme électoral. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement du processus, mais aussi écouter les préoccupations des acteurs concernés. Des élections libres, justes et inclusives sont un pilier fondamental de toute démocratie saine et durable. Et tels des maillons d'une même chaîne, la contribution des acteurs de la société civile et des médias dans la réussite du processus électoral est cruciale. Les organisations de la société civile veillent à la défense des droits des citoyens et à la promotion de la participation citoyenne. Qu'est-ce que nous attendons comme résultat? C'est que les parties prenantes soient au même niveau d'information au sujet de la conduite du processus électoral. Que les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante soient rappelés pour la réussite du processus électoral qui est en cours. Et surtout que les éléments de langage soient harmonisés pour une meilleure communication dans le cadre des élections générales de 2026. Après les partis politiques et les institutions, la Sénat poursuit sa tournée de dialogue. Objectif, anticiper les défis, construire la confiance et poser les jalons d'un processus inclusif et crédible. C'est une institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Le FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique, peut-il nouer des partenariats avec le Conseil économique et social? Le président du CES, Conrad Gbagidi, a reçu à son cabinet hier le directeur général du FAGAS pour une audience aux allures de séance de travail technique. Suivant le point du directeur général du FAGAS au micro de Jules Akweikou et Ariane Da Silva. Nous sommes venus
rendre compte des activités du FAGAS au Bénin au président du Conseil économique et social et son équipe, et également recueillir ses attentes et sa vision de ce que le FAGAS peut faire davantage au Bénin. L'économie béninoise se porte bien, la gouvernance est renforcée et le FAGAS s'inspire également des réussites du Bénin pour pouvoir promouvoir ses réussites dans les autres pays. Donc nos échanges avec le président du Conseil économique et social sur le nouveau plan stratégique 2026-2030 et également la préévaluation du plan stratégique qui prendra fin ici d'ici le 31 décembre 2025. Donc le président du Conseil économique et social nous a donné quelques orientations, des attentes de son institution, et nous allons travailler ensemble pour pouvoir relever les défis du développement accéléré du Bénin et de l'Afrique. Étant donné que c'est le FAGAS qui est au service du Bénin et non l'inverse, nous avons sollicité au président du Conseil économique et social son appui et ses partages d'expérience pour que le management du FAGAS puisse s'inspirer de ses réussites. Donc nous sommes à l'écoute du Conseil économique et social pour des nouvelles orientations dans le prochain plan stratégique 2026-2030. Écho à présent d'une audience aux allures de reconnaissance et de gratitude envers un fils Marie. Une délégation de l'association Marie Wendo, conduite par son président Jean Gounongbe, est allée au cabinet de Conrad Baguidi, le président du Conseil économique et social. Les tenants et aboutissants de cette audience, c'est avec Ramatou Lawani et Patrick Djossou. Fils de la région Marie, le président du CES, Conseil économique et social, Conrad Baguidi, était au récent rassemblement gargantuesque de l'association Marie Wendo. Ce que le bureau en ressent, c'est une reconnaissance manifestée lors de cette audience au cabinet du président du CES. Le Conseil économique et social, c'est une institution pour la société. Marie Wendo, c'est une association qui représente la communauté des Maris au Bénin. Nous puissions venir voir le Conseil économique et social pour voir comment il voit, il apprécie nos travaux, comment nous évoluons. Et nous avons été surtout poussés par le fait qu'à la 24e édition du festival Marie Wendo à Ouéki, il a répondu présent à notre invitation. Ça nous a beaucoup fait plaisir. On se doit dans ce cas donc d'abord le remercier pour s'être déplacé malgré son calendrier très chargé. C'est vrai que, étant lui-même Marie, il devait avoir une visibilité, mais on ne savait pas s'y informer. Il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup apporté, parce qu'on a été largement surpris par le fait qu'il ait une vision très claire de ce qui se passe dans le pays. Faire de Savalo-la-Belle et de toute la région Marie un des pôles les plus embellis pour révéler le Bénin, indiqué par le président du Conseil économique et social au bureau de l'association de développement Marie Wendo. Que retiennent-ils face aux réalisations du programme d'action du gouvernement en cours à Porto Novo? Les ministres conseillers Janvier Yarouedéou et Jonas Rantan sont allés constater l'avancement des travaux du Musée international du Vodou. La cité CNSS de Wando, qui abrite des logements sociaux, a également reçu la visite des deux autorités. Le point avec Yves-Patrick Loco et Michel Egbe. Son ouverture est prévue pour décembre 2025 et les ministres conseillers Janvier Yarouedéou et Jonas Rantan apprécient l'évolution des travaux direction du Musée international du Vodou. De 1960 à ce jour, je ne pense pas qu'il y ait autant d'activités de construction dans l'Ouémé et plus particulièrement à Porto Novo. Il est une initiative culturelle qui vise à célébrer, préserver et faire découvrir les traditions du Vodou. Ce qui est extraordinaire, c'est l'ouverture du Bénin sur le monde. Et c'est à notre actif. Le Vodou est au-delà d'une religion. C'est une culture. Et quand on parle d'une culture, on parle de l'homme. Et ici prend corps une valorisation de cette culture. Le rôle du Musée international du Vodou est entre autres de valoriser les arts contemporains inspirés des mythes et légendes vaudou et de soutenir la recherche scientifique sur les pratiques et les symboles du Vodou.
Lorsque nous parlons de Alafia 2060, c'est le témoignage. On n'improvise pas, on réfléchit, on projette. Nous avons aujourd'hui atteint un taux physique global de 52% environ. Je note une métamorphose positive qui nous ennoblit tous et c'est le lieu pour moi de remercier Son Excellence le Président de la République. Ce musée a été bien pensé par le Président de la République car il sait ce que représente Porto Novo en matière de patrimoine culturel. À environ 4 km du musée international du Vaudon, 6 en face de l'Espace Bayol, une infrastructure qui a fini d'être un chantier. C'est la cité CNSS de Wando. Ce projet résidentiel du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 accueille les ministres conseillers. La cité, inaugurée il y a quelques semaines, est implantée sur 9,56 hectares. Elle comprend 173 villas économiques de type F4. Nous avons vécu par le passé des cités qui se trouvent aujourd'hui dans la bourse. Nous avons vu les logements sociaux de Wedo. La vision du gouvernement pour Porto Novo se décline ainsi à travers ces deux infrastructures qui redonnent à la ville ses véritables attributs de capitale. La communauté scientifique s'incline devant l'un des piliers de la science au Bénin. Figure incontournable du monde académique, maître rigoureux et esprit visionnaire, le professeur François Abiola voit son parcours honoré lors d'un colloque exceptionnel qui a réuni des universitaires du Bénin et d'ailleurs, ainsi que des personnalités politico-administratives pendant 2 jours dans la commune de Sakété. Retour ici sur un moment de reconnaissance à la hauteur d'un arbre dont l'impact dépasse largement les frontières des facultés avec Viti Saroré. Ce colloque hommage vise à célébrer le professeur François Abiola, le scientifique engagé, l'universitaire exceptionnel, l'intellectuel au service du développement du Bénin en général et de Sakété, sa commune natale en particulier. Son leadership éclairé, son sens du collectif, sa rigueur intellectuelle et son intégrité ont su inspirer bien au-delà des cercles universitaires. À l'échelle continentale, il demeure une référence vivante de ce que peut être un intellectuel africain au service de l'émancipation, du progrès et de la dignité. Comme le disait Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de dignité sans savoir, il n'y a pas de développement sans la maîtrise des sciences. Notre confrère en est la démonstration incarnée. Ancien directeur de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, François Adebayor Abiola a marqué l'histoire de cette école. Il en est une icône. Le professeur Abiola incarne une trajectoire exemplaire au sein de l'SMV. De l'étudiant engagé au délégué estudiantin, de l'enseignant dévoué aux responsables pédagogiques, jusqu'à la fonction du directeur de l'école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire. Et chacune de ces étapes fut franchie avec rigueur, constance et excellence. Plus encore, son engagement s'est prolongé au sein du conseil d'administration, où il siégea en tant que ministre, membre, puis en qualité de président de cet organe. Ce serviteur de la République est l'une des plus belles incarnations de ce que notre commune et notre pays ont produit de mieux en matière d'intelligence. Vous êtes notre fils, notre fierté, un modèle inspirant, une référence pour toute une génération. Voir toutes ces personnalités, même des gens que j'ai vus il y a plus de 20 ans, qui sont venus pour me rendre hommage de mon vivant, je pense qu'il n'y a qu'un mot pour dire ça, c'est une grâce. C'est un symbole, c'est une indication pour la jeunesse. Et pour matérialiser cet hommage à titre anthume, la rue reliant la poste de Sakété et l'hôpital de zone Sakété-Ifani est baptisée rue François Abiola avec l'érection de ce monument en son honneur.
Faut-il associer l'intelligence artificielle à l'éducation au Bénin? Les défis et opportunités de l'IA pour le système éducatif béninois ont été abordés lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation. Les assises se sont déroulées à Cotonou du 6 au 8 août dernier. La conclusion de ces 3 jours de travaux, c'est avec le président du CNE, au micro de Génial Afouda Monsi-Agboka et Alexis Segmément. La première journée a été consacrée aux activités du Conseil national d'éducation. Le rapport annuel. Nous avons un rapport annuel qui fait le point de l'état du système éducatif national. De façon grosso modo, nous progressons. Nous progressons. Et c'est vrai, vous allez entendre des gens qui critiquent, mais beaucoup d'efforts ont été faits et les efforts sont en train de porter leurs fruits. Dans des secteurs comme l'éducation, l'impact des réformes, l'impact des résultats est rarement spontané, instantané. Rarement instantané. Il faut de la patience. Mais vous remarquerez que notre progression, elle est certes lente, mais elle est constante. Et puis le second jour, on a présenté ce que nous faisons, le rapport annuel, les programmes d'activité, les rapports d'activité et les états financiers du CNE, les membres de l'Assemblée consultative, selon la réglementation, ont le droit de savoir ce que nous faisons de l'argent qu'on nous donne, comment nous travaillons. Et puis, dans nos universités, dans nos écoles, nos enfants sont déjà devant nous. Nos enfants utilisent déjà l'IA. Et il faudrait que nous puissions récupérer cet organe, cet outil, pour en faire un outil qui booste nos performances. Et il n'y a pas que le Conseil national de l'éducation qui se préoccupe des opportunités et défis du numérique. Tenez, au Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière SANOPIF aussi, les échanges ont trouvé en place primordiale les mutations numériques et les défis de l'insertion professionnelle face à l'intelligence artificielle. Pour une 5e fois, le SANOPIF a réuni les 7 et 8 août dernier les jeunes bacheliers, les acteurs du système éducatif et les professionnels pour guider les jeunes dans leur orientation et insertion au lancement officiel à l'Amphi Idriss Déby Itno, Edmond Humbo et Amandine Agnamboso. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, promotrice de la société Tassiva, spécialisée dans la production et la vente de jus de fruits 100% fruits. Théodora a su tracer les lignes de son avenir grâce au SANOPIF, le Salon national de l'orientation professionnelle et de l'inclusion financière. Ce genre d'événement change des vies. Il a changé la mienne. Cette 5e édition du salon a une nouvelle fois rassemblé un public jeune qui a soif de repères concrets pour bâtir leur parcours professionnel. Ici, pas de discours abstraits, les intervenants professionnels et experts dialoguent directement avec les participants. Le SANOPIF continue de se positionner comme un carrefour stratégique entre éducation, insertion professionnelle et innovation. Nous contribuons fortement à la mise en œuvre au niveau sous-régional de la stratégie régionale d'inclusion financière de l'UEMOA et au plan national de la stratégie nationale d'inclusion financière du Bénin. C'est une réponse concrète aux défis de l'employabilité des jeunes, à la nécessité de démocratiser l'éducation financière et à l'urgence de bâtir des passerelles entre le monde académique, le secteur financier et les réalités socio-économiques. Entre conférences, ateliers pratiques et conseils personnalisés, le salon se veut une plateforme de déclic et de décision. Les jeunes y découvrent des opportunités insoupçonnées, mais aussi les exigences réelles des secteurs qu'ils envisagent. À travers ce salon, des milliers de jeunes seront mieux informés, mieux orientés et mieux équipés pour construire un avenir professionnel épanoui, stable et responsable. Au-delà de l'orientation, c'est aussi la question de l'inclusion financière qui est au cœur de cette initiative. Une double approche qui vise à équiper les jeunes non seulement pour choisir une voie, mais aussi pour y réussir durablement. Ce samedi matin, les rues du 2e et du 5e arrondissement de Cotonou ont fait peau neuve. À l'initiative de la Fondation Sylvanus Haïti, les habitants et bénévoles ont retroussé leurs manches pour un grand nettoyage. Victorine Bondé et Françoise Insou y étaient. Voici ce qu'ils ont vu et entendu.
Balais, pelles et paniers en main, les habitants des quartiers Avlekete-Djonké, Dota-Zongo du 5e arrondissement de Cotonou et ceux du quartier Irédé dans le 2e arrondissement ont donné un grand coup de propreté aux rues ce samedi matin. Ils se sont mobilisés à l'initiative de la fondation Sylvanus Haïti. Aujourd'hui, nous poursuivons cette initiative dans les 2e et 5e arrondissements de Cotonou. Avec la même énergie, la même détermination et surtout avec le même espoir. Plus qu'une simple opération de salubrité, cette action se veut une véritable campagne de sensibilisation pour éveiller les consciences citoyennes. Un quartier propre, c'est un quartier qui respire. C'est un quartier qui protège ses enfants, ses aînés, ses femmes et ses hommes contre les maladies, les inondations et la dégradation de la qualité de vie. Notre ambition ne s'arrête pas à ramasser les déchets. Elle vise à transformer les mentalités, à encourager les bonnes pratiques et à faire de l'entretien de notre cadre de vie une propriété quotidienne. La réalisation que notre président Patrice Talon est en train de faire, ça doit être quelque chose qu'on doit garder les lieux au propre. Nous faisons ce qui est important et nécessaire pour notre pays. La salubrité, c'est l'affaire de nous tous. Et il a pris l'initiative. J'ai décidé d'accompagner l'action. C'est pour ça que vous voyez aussi, vous me voyez ici présent. Cotonou a récemment été classé parmi les villes propres d'Afrique. Pour maintenir ce cap, la salubrité doit rester l'affaire de tous. Cap à présent sur Savalou, plus précisément à Kovedji, où des producteurs font de la terre leur passion. Grâce aux appuis du Programme national de développement agricole coordonné par l'ATDA Vallée du Niger, le maraîchage prend un nouveau souffle et devient un moteur de développement local. Dans le reportage à suivre, Rebecca Kenjanhounde et Simon Vignon nous emmènent à la rencontre d'un homme qui vit pour le maraîchage. Suivons plutôt. Dans l'arrondissement d'Ataké, commune de Savalou, la terre n'est pas qu'un héritage, c'est une promesse. Une promesse que cultive chaque jour à Romanso Degla, producteur maraîcher engagé. Sur une superficie de 4 hectares, il fait pousser une diversité impressionnante de légumes. Carottes, et laitue, salade. Oblo chou et concombre et betterave, boma. Derrière cette productivité se cache aussi un accompagnement structurant. Grâce au Programme national de développement agricole volet maraîchage coordonné par l'ATDA 1, à Romanso et bien d'autres paysans ont pu renforcer leurs capacités, moderniser leurs pratiques culturelles et améliorer le rendement. Par exemple, des mi basse donc en formation, des mi na blog bon nous lena dro atedia no se mais deux filles ben noir mon ami. Et les né do ami fo ayo. Mi wa moro no si to jo mi kundu sin bo mi ro sani yo. Padakwa des padakwa wa se mais deux filles mi quand on boit blo projet yo. Ben wa blo croti yo ni mi. Croti de wa so e blo ami ga wa wedo 100 mètres mon. Bon côté un état en après et blé a eu do nous kunja teme et mi kana do pe et no no suku pe wu no blo bini mi mais belé wa te dia fenje no yo mi blo don mi non na mi même so vovo wa yo e wa na mi nous kunja de le. Ces appuis s'inscrivent dans une stratégie nationale bien pensée. De la production à la transformation, toute la chaîne de valeur est concernée. On a constaté que il y a l'amélioration des résultats. Les producteurs même ont apprécié les appuis que nous leur apportons. On les aide à rechercher des semences améliorées, des marchés pour la vente de leurs produits. Et nous, transformateurs, sous l'égide de l'ATDA 1, nous avons réussi à nous structurer
à travers des coopératives communales. Et après les coopératives communales, toujours sous l'égide de l'ATDA1, nous avons eu à bénéficier de l'appui de certains partenaires, tels que le programme PADBA et d'autres projets internationaux qui nous ont accompagnés. Ici, chaque rangée cultivée est un pas vers l'autonomie alimentaire, l'emploi rural et la valorisation du métier de maraîcher. Et comme à Romain Sodegla, ils sont de plus en plus nombreux à prouver que le maraîchage, bien encadré, est un véritable levier de développement local. Bonne nouvelle pour les amoureux du sport. La 7e édition du marathon Be the Best de Porto Novo aura bel et bien lieu cette année. Date retenue demain, dimanche 10 août 2025. Le comité d'organisation de cet événement sportif international a pris langue avec les médias à la salle de conférence de l'hôtel de ville de la Cité aux Trois Noms. Le détail avec Yves-Patrick Loco et Michel Egbe. Le marathon Be the Best de Porto Novo revient après une année de césure. L'édition 2025, prévue pour le dimanche 10 août prochain, se tient sous le thème Femmes, Santé et Développement. Lorsque les femmes et les mères sont en bonne santé, notre société s'en porte également mieux. La marche aujourd'hui est reconnue comme étant un sport complet et il est recommandé par l'OMS de faire au moins 30 minutes de marche chaque jour pour maintenir sa santé. Tout le monde le sait, ce n'est plus à démontrer et tout le monde est encouragé, même à la maison, même au travail en tout cas, à pouvoir donc faire ne serait-ce que 30 minutes par jour. Le marathon complet de 42,195 km ne sera point au rendez-vous. Il y aura un semi-marathon de 21 km, une course de 10 km et une marche de 10 km également. Les personnes handicapées pourront courir en vélo sur 5 km. Le marathon est un véritable événement fédérateur et qui nous permet aujourd'hui d'identifier notre chère ville par rapport à cet événement qui a pour objectif et pour vision de faire donc du marathon de Porto Novo le meilleur et le plus grand de la sous-région. C'est une manière de mettre en exergue la richesse de Porto Novo, ne serait-ce que sur le plan culturel. Et vous allez aussi constater que Porto Novo est une ville sportive. Les inscriptions à ce challenge ont démarré depuis 6 mois. Au marathon de Porto Novo, le sport sera l'allié du tourisme et de la culture. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières, marquée sur le continent par cette marche à Abidjan. Plusieurs milliers de manifestants étaient dans les rues pour des élections inclusives. Le point avec Christelle Tongodo. Des militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, et du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, ont répondu massivement à l'appel de leurs dirigeants en participant à une grande marche pacifique ce samedi 9 août 2025 à Abidjan. Ils ont envahi les rues pour soutenir cette initiative qui visait selon eux à dénoncer l'exclusion de certains candidats de la liste électorale. Les manifestants ont également exprimé leur désir d'avoir des élections justes, transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Dans le quartier d'Al-Azhar, au sud de Khartoum, des membres du Croissant Rouge soudanais s'affairent en silence. Par des gestes lents, presque cérémoniels, ils déterrent les dépouilles en fruits à la hâte, au plus fort des combats qui ont ravagé la capitale jusqu'au début de l'année. Selon le directeur de l'autorité de médecine légale de Khartoum, il y a dans ce quartier 317 tombes. Tous sont des citoyens inhumés dans la précipitation par leurs proches. Depuis la reprise de la ville par l'armée en masse, ces familles peuvent enfin espérer offrir à leurs morts une sépulture digne. Mais pour beaucoup, la douleur d'un deuil inachevé ressurgit. Dans le centre-ville de Lyon, une vague de chaleur, la deuxième, frappe la France cet été. 28 départements sont placés en vigilance orange canicule ce samedi. Une extension de l'alerte sera donnée dimanche
En effet, une vaste partie sud du pays va connaître un week-end marqué par des températures comprises entre 34 degrés Celsius et 41 degrés Celsius selon Météo France. En Grèce, de forts vents et des incendies ont entraîné la perturbation du trafic maritime et la mort de 2 touristes. Des passagers sont bloqués au port du Pirée, près d'Athènes, en raison des annulations de ferries. Les vents violents atteignant jusqu'à 88 km/h ont également alimenté de nombreux incendies à travers le pays, notamment dans la région d'Athènes. Les autorités ont mis en garde contre un très fort risque d'incendie dans plusieurs régions du pays. Les pompiers luttent contre les flammes, mais leur travail est rendu difficile par les vents violents. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les guichets sont fermés. Retrouvez juste après moi Brigitte Oussou, Charlandia Djanoron et Edwige Cloutier. À 21h30, retrouvez en nouvelle diffusion votre série Les couleurs de l'ombre. À 22h30, trouvez réponse à une question. À quoi sert l'ambulance? Le documentaire vous dit tout sur les ambulanciers ayant reçu les meilleures formations techniques et médicales au monde, mais qui vont pourtant devoir faire face sur le terrain à des situations psychosociales qui ne nécessitent ni trousse d'urgence ni brancard. À 23h, ce sont les annonces nécrologiques qui céderont place à 23h30 au journal télévisé du soir. Moi, je vous dis à demain, même heure, même plaisir. Bonsoir chez vous.